Bonjour à tous et à tous. Merci de nous retrouver pour ce 19e talk d'AI for Tomorrow. Aujourd'hui, nous parlerons d'intelligence artificielle, de sa contribution au développement, mais aussi à la réduction des inégalités et sur quelques pistes permettant de développer des IA responsables. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux expertes en intelligence artificielle et des sujets d'éthique qui s'y rapportent. Tout d'abord, Amal El-Falah Seghrouchni, directrice du Centre international d'IA au Maroc, professeure de classe exceptionnelle à Sorbonne Université et chercheuse au laboratoire d'informatique Sorbonne Université. Amal est également membre de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO. Puis nous avons également Enika Mercier-Laurent, présidente du comité technique en IA de l'International Federation for Information Processing, IFIP. De plus, en parallèle des interventions de nos invités, tous les participants sont invités à soumettre leurs propositions pour développer des IA responsables tout au long du webinaire. À la fin, nous en ferons sortir une ébauche de charte pour la conception d'IA responsables. Je laisse la parole à Amal et à Enika. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, je vais partager mon... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Voilà, super. Donc, je vais me mettre en mode... Excusez-moi, il faut que j'ai un petit souci. Bon, alors ça commence toujours avec des petits problèmes. Ça, c'est la techno. Non, c'est bien quand ça marche. C'est le temps de l'appropriation. Non, en fait, voilà. Est-ce que c'est mieux là? Non, tu passes en display. Oui, en fait, je voulais passer en mode plein écran, comme ça. Voilà. Vous me voyez là? Vous voyez l'écran? D'accord. Oui, pas bon en mode plein écran, mais on voit l'écran. On voit l'écran, oui. Alors, j'arrête le partage. Je fais ça. Parce que c'est pas du Zoom classique. Ah oui. Alors, on va partager share screen. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran? Pas encore. Alors. Oui. Oui, là c'est bon. C'est bon, vous voyez l'écran plein écran? Oui. Et on arrive. Et tu arrives à lancer en mode présentation? Bah oui. Moi, je suis en mode présentation chez moi. D'accord, mais pas ici. Ok. Bon, bah sinon on peut le faire comme ça. Hein. Oui, on fait comme ça. On va pas perdre du temps. D'accord. Ok. Très bien. Alors, merci pour l'invitation. Je remercie AI for Tomorrow. Et merci à Enika d'avoir accepté qu'on fasse ce webinaire ensemble. Je voulais aussi préciser une petite chose. C'est qu'avec Enika, nous avons lancé un groupe au sein de IFIP sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je laisse la parole à Enika pour démarrer. Oui, donc je vais commencer par une blague, parce que inégalité, ça vient pas uniquement de l'IA, et surtout, ça vient des gens et des systèmes. Donc, par exemple, ici, on est dans une école de super-héros, et c'est toujours les Zorros qui appellent les derniers. Donc, il y a une injustice dans l'ordre alphabétique d'appel à l'école. Et ici, c'est un mapping d'inégalités. Donc, on a recensé quelques types d'inégalités. Donc, par exemple, à droite, vous avez les technologies et inégalités en accès à l'énergie, en accès à connexion Internet, en accès à l'éducation. On peut avoir les inégalités
vois pas bien là, cognitive, inégalité, passer en plein écran, est-ce que c'est oui, inégalité liée à l'accès à l'éducation, au recrutement, justice, accès aux soins, à la nourriture. De l'autre côté, on a une égalité culturelle entre hommes et femmes. Je voulais montrer une blague sur le multiprocessing de la femme, par exemple, parce qu'on est constamment en mode multiprocessing. Inégalité économique, comme par exemple accès au crédit ou au financement de l'innovation. Et en France, on a une stratégie gouvernementale, donc vous avez un lien ici, qui décrit quelle est la stratégie du gouvernement pour lutter contre les inégalités, notamment induites par intelligence artificielle. Très bien. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que cette inégalité, elle est intrinsèque à l'intelligence artificielle ou non? Et en fait, la réponse nous vient de Albert Einstein qui dit que la science dépend de l'usage qu'on en fait et non pas de l'outil en tant que tel. Donc, l'intelligence artificielle, pour développer l'intelligence artificielle, il y a tout un écosystème composé de plusieurs acteurs. Donc, on a l'écosystème, on a des acteurs qui vont intervenir pendant tout le cycle de vie du développement d'un système d'intelligence artificielle. Ça peut être des personnes physiques, des personnes morales, des politiques qui vont définir les stratégies d'intelligence artificielle, les chercheurs, les programmeurs, les ingénieurs, etc. Et tout cet écosystème va porter une vision plus ou moins particulière de l'intelligence artificielle. Alors, l'exemple que je voudrais présenter, qui me paraît, d'abord, il est récent, il est d'actualité, et puis, il est assez révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons vus pendant le Covid. Si vous vous rappelez, au tout début, on a commencé par mettre en place des applications comme Stop Covid en France. Et l'idée, c'était de faire du tracing ou du tracking. Il y avait un débat sur est-ce qu'on trace, est-ce qu'on traque les citoyens pendant la pandémie. Et cette application avait soulevé beaucoup de débats éthiques, que ce soit en France mais partout ailleurs dans le monde, parce qu'elle a eu des équivalents un peu partout. La question, c'était est-ce que le fait de déployer des applications technologiques aussi sophistiquées ne mettait pas en péril les droits de l'homme et leur dignité? Alors, la question qui se posait d'abord, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas renforcer la fracture numérique entre les citoyens et ne pas créer de discrimination envers les personnes qui n'ont pas accès à des outils numériques? Vous savez, pour déployer ce type d'application, il faut d'abord avoir un téléphone portable, il faut avoir le Bluetooth, et pas n'importe quel téléphone portable. Donc, il faut être connecté, il faut avoir du réseau, il faut être couvert là où on se trouve, etc., etc. Donc, ça, c'était d'abord les tout premiers problèmes qui étaient liés au déploiement de ce type d'application. Ensuite, il y avait des questions liées au respect de la vie privée des citoyens, parce que lorsque vous êtes tracé ou traqué, peu importe, la nuance était assez subtile, eh bien, on pouvait se poser la question de est-ce que nous veillons au caractère proportionné de la collecte des données? Est-ce qu'on a besoin de savoir que vous avez été dans le métro, puis dans un café, puis dans la rue? Ou est-ce que tout ce dont on a besoin de savoir, c'est que tel numéro de téléphone a croisé tel autre numéro de téléphone? Bon, ça a posé des tas de problèmes d'utilisation de cette application, et notamment sur les délais légaux de conservation de ces données, par exemple. Est-ce qu'au bout de 15 jours, on va supposer que vous n'avez pas été contaminé et donc on pouvait effacer ces données? D'autres questions qui pouvaient se poser lors du déploiement de Stop Covid, c'était la logique démocratique. Est-ce que les citoyens qui utilisent cette application, qui vont la télécharger et l'installer sur leur téléphone, étaient éclairés? Est-ce que c'était un choix éclairé qu'ils allaient faire, ou simplement ils allaient se retrouver, comme pour le pass sanitaire, amenés à installer une application dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants?
Donc, une des questions majeures qui s'est posée pendant la pandémie, que ce soit pour les applications de type Stop Covid ou pour le pass sanitaire, etc., c'est qu'il fallait au moins que le public soit averti des enjeux techniques et sociétaux de toutes ces applications qui étaient à sa disposition en dehors de l'efficacité technologique dans la lutte contre la pandémie. Donc, l'éthique va concerner, comme on l'a vu pour cette application, tout le cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle. À partir du moment où l'on commence à faire des recherches, quand on conçoit des algorithmes, quand on les développe, quand on les déploie, comme on a vu pour les applications, aussi lorsqu'on les utilise, est-ce que ces applications sont maintenues? Et puis lorsqu'on termine lorsqu'on n'en a plus besoin, est-ce qu'on démantèle les choses? Est-ce qu'on désactive? Est-ce qu'on efface les données? Est-ce qu'on nettoie les données? Etc. Donc là, on a réfléchi un peu où sont nichés les biais. Donc, premièrement, il y a deux étapes. À l'étape de conception et ensuite à l'étape d'utilisation. Donc, par exemple, à l'étape de conception, il y a des biais algorithmiques. Donc, ça peut venir des algorithmes utilisés et des choix des algorithmes utilisés. Et deuxièmement, c'est très important parce que qualité des données qui viennent de la collecte et du pré-traitement influence les résultats qu'on va obtenir après l'utilisation d'algorithmes. On a deux parties ici, les modèles qu'on va utiliser et ensuite les datasets qu'on va utiliser pour le traitement. Et en utilisation, on a un biais économique guidé par les business models. Et aujourd'hui, on a le business model, par exemple, basé sur le petit annonce qui a été inventé par Google il y a déjà un bout de temps et qui est toujours utilisé. Ces modèles économiques introduit les biais parce qu'on affiche d'abord les gens qui ont payé pour être affichés. Ensuite, il y a des biais introduits par la motivation. Donc, par exemple, les gens qui veulent être élus président de la République ou ceux qui veulent vous vendre un maximum de choses. Et biais guidés par la loi. Donc, par exemple, des règles politiques comme parité et RGPD qui peut masquer l'origine des candidats. Alors, effectivement, les biais algorithmiques, ou qu'on appelle aussi les biais cognitifs, ce sont tous ces biais qui vont faire en sorte que les algorithmes vont être altérés d'une certaine manière. Donc, un biais cognitif, c'est un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. Et on a beaucoup parlé de ces biais cognitifs et de ces biais algorithmiques en disant que finalement, un algorithme, lorsqu'on conçoit un algorithme, eh bien, en réalité, ce n'est qu'une opinion que nous intégrons au programme. C'est notre façon de voir la résolution, par exemple, d'un problème ou le traitement d'une situation. Sur les biais statistiques, comme l'a dit Enika, et on l'a dit dans le cycle de vie du développement d'un système d'intelligence artificielle, se pose la question de la validité temporelle des données. Est-ce qu'on récupère des données récentes? Combien de temps on les garde? Est-ce qu'on les stocke ad vitam aeternam? Est-ce que de temps en temps on fait le ménage? Etc. Et puis il y a d'autres biais qui sont liés aux données qui sont aujourd'hui bien répertoriés dans la littérature, comme par exemple la variable omise. Alors par la variable omise, ce qu'on entend, c'est la possibilité dans les datasets d'omettre certaines caractéristiques sensibles. Alors ça peut partir d'une très bonne intention, c'est-à-dire que si on est dans un système de recrutement, on a envie que le recrutement ne soit pas biaisé par l'origine ethnique. Donc on va enlever l'origine ethnique, on va enlever la photo, on va enlever le nom, etc. Donc tout cela pour ne pas donner des indications, par exemple raciales ou autres, sur les candidats au recrutement. Mais en même temps, le fait d'omettre ces caractéristiques qui peuvent être sensibles, eh bien, ça peut rendre aveugles les algorithmes. Et si on utilisait ces algorithmes, par exemple, pour des traitements de maladies, on sait très bien que les hommes et les femmes
partagent beaucoup de maladies, mais ils ont aussi des spécificités. Et donc, le fait d'avoir des données sur certains cancers et pas d'autres, si on ne met pas l'origine, si on ne met pas, par exemple, le genre sur les données, ça peut introduire des biais de généralisation sur les données. Donc, un autre dilemme qui se pose, c'est celui du RGPD. Lorsqu'on veut lutter contre la discrimination, par exemple des femmes, eh bien, on va enlever le genre des données. Donc, tous ces biais liés à la manipulation des données peuvent être bénéfiques, mais peuvent aussi être à double tranchant selon l'usage qu'on veut en faire. Il y a aussi le biais de sélection. Lorsque vous prenez des... Alors, il y a ce fameux livre, The Invisible Woman, qui montre en fait que en fait, si dans les talents, il n'y a que des hommes, vous prenez que des exemples d'hommes, et vous n'avez aucune chance de recruter une femme ou de sélectionner une femme. Alors, ce sont des biais qui ont été largement étudiés et documentés dans la littérature autour de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, les biais économiques, comme l'a dit Nika tout à l'heure, on connaît tous le fameux procès de Google qui s'est retrouvé en 2017 avec une amende de 2,4 milliards d'euros parce que Google a mis en place un certain nombre de biais dans les moteurs de recherche. Et donc, voilà, si vous faites du shopping en utilisant Google, vous avez de fortes chances de ne récupérer que certaines entreprises et pas d'autres, parce que justement, c'est une manipulation qui a été introduite dans les moteurs de recherche et qui a valu assez cher à Google pour ça. Et donc, il y a quelque chose qui m'est très cher, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est les impacts cognitifs. D'un côté, Amal parlait de subordination algorithmique, qui consiste à forcer des actions ou des décisions. Donc, par exemple, on force les gens de penser comme ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup des exemples que, par exemple, des influenceurs sur les réseaux sociaux vont faire ceci, cela. Ils ont des millions de suiveurs et ça influence la décision. Une autre façon d'influencer, c'est forger une façon de penser. Donc, on explique aux gens que c'est comme ça qu'on doit faire, qu'on doit acheter tel truc, et on doit s'habiller comme ça, etc. Et pareil en politique, pareil dans d'autres domaines. Et puis, quelque chose que j'insiste beaucoup sur ça, c'est nous avons un cerveau et donc il y a plein d'applications qui pensent à notre place, notamment pour les trucs faciles, pour lesquels on sait et on peut demander à quelqu'un d'autre comment on fait. Et là, vous avez les exemples c'est un dessin du livre Innovation Biosphere, 8 impacts différents de l'intelligence artificielle, des technologies tout court. L'impact cognitif, il est très important. Il est parmi les autres. On a un impact sur la santé, un impact culturel et d'autres types d'impacts. Alors, moi, je suis particulièrement sensible au problème de la subordination algorithmique. Alors, jusqu'ici, jusqu'avant l'ère cognitive ou l'ère de l'IA, nous avions un certain nombre de choses qui régulaient et qui normaient la société. Donc, on avait les normes sociales, l'autorité qui introduisait des réglementations, l'économie du marché qui pouvait avoir un impact aussi sur la manière dont les gens vont pouvoir se comporter. Et puis, il y a un invité surprise qui s'appelle IA et Data. Alors, IA et Data, pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus soumis à ce qu'on appelle une subordination algorithmique. Je vais prendre quelques exemples qui vont certainement vous parler. Parcoursup. Moi, je suis enseignante et depuis quelque temps, nous ne choisissons plus les étudiants, mais c'est Parcoursup qui affecte les bacheliers. Alors, on a débranché un petit peu les enseignants
à une certaine étape du parcours. On a vu un certain nombre de drones lancer des missiles, on appelle ça des bavures, hein, mais il y a beaucoup de bavures de plus en plus. Le problème de la voiture autonome, qui peut décider toute seule de foncer sur un piéton, là aussi, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques, mais la question, c'est qui donne le droit à la voiture de foncer. Les systèmes de recommandation pour octroyer les crédits, de plus en plus utilisés dans le milieu bancaire. Lorsque vous essayez d'acheter un billet d'avion sur Internet, vous vous rendez compte que votre prix, il peut bouger pendant la recherche. Alors, on peut se demander pourquoi le prix augmente, pourquoi il diminue de façon tout à fait fluide. Et on ne vous demande pas nécessairement votre avis à la fin. On vous demande juste de payer si vous êtes d'accord. Et puis votre voiture qui va refuser de démarrer si tant que vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Alors, il y a beaucoup de situations où on le vit aussi énormément avec les différentes interfaces. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous devez cliquer sur ce bouton ou vous ne pouvez pas entrer dans le système. Et donc, nous sommes passés de systèmes qui étaient, disons, plus ou moins habilités, auxquels on déléguait des décisions, donc qui étaient capables de prendre des décisions, à des systèmes qui vont prendre des décisions, mais sans nous. C'est-à-dire, on n'a plus notre mot à dire sur ces décisions-là. Pendant longtemps, dans le domaine de l'aérospatiale et de l'aéronautique, on a travaillé sur ce qu'on appelle le partage d'autonomie entre l'humain et la machine. Mais dans le partage d'autonomie entre l'humain et la machine, il y a eu beaucoup de travaux sur l'autonomie, l'autonomisation, etc. On essayait de garder un équilibre. À quel moment c'est l'humain qui décide et à quel moment c'est la machine qui décide. C'est pour ça qu'on parle de partage d'autorité pour simplifier la vie à l'utilisateur humain ou bien au commanditaire ou au décideur. Aujourd'hui, on les retrouve dans l'industrie 4.0, par exemple. Aujourd'hui, on a fait un shift, on a avancé un peu plus et on n'a plus ce partage d'autonomie. Il y a des moments où l'humain, en fait, partage d'autorité, je voulais dire, où l'humain perd complètement le contrôle de la machine. Alors, quand on réfléchit un petit peu, on se dit, il y a combien en pourcentage de population au niveau du monde qui est capable de construire ces algorithmes de navigation, de recherche sur Internet, etc. En fait, la question, c'est à qui est-ce que nous confions la gouvernance de nos systèmes d'IA? Eh bien, je suis très large quand je dis moins de 0,05% de la population est capable de comprendre ces algorithmes. Et je ne dis même pas capable de les écrire, hein, mais juste un peu de comprendre leur fonctionnement. Donc, cela nous amène à quelque chose d'assez aussi récurrent dans le domaine d'Internet, mais pas que, c'est le principe des nudges. Les nudges sont connus dans les sciences du comportement. C'est un concept qui est issu des pratiques du design industriel. Et en fait, les nudges, ce sont des suggestions implicites, indirectes, un peu cachées, qui peuvent, sans vous forcer, influencer vos motivations et vous incitent à faire telle ou telle action, à prendre telle ou telle décision, etc. Donc, on n'a pas le temps de développer les exemples, mais il y a des hommes politiques très célèbres, hein, comme David Cameron ou Barack Obama, qui ont eu recours au nudge pour pousser les citoyens à prendre ce qu'ils appellent les bonnes décisions. Par exemple, dans la lutte contre l'obésité, pour favoriser le recyclage, etc. Donc, très souvent, les nudges ou les coups de pouce sont utilisés pour pousser, pour inciter. Hein, voilà, vraiment, le mot, c'est inciter à faire telle ou telle, prendre telle ou telle décision ou faire telle ou telle action. Simplement, comme on l'a dit au début et comme l'a dit Albert Einstein, si ces nudges se retrouvent entre des mains malveillantes, eh bien, on peut aussi inciter à d'autres choses. Donc, je prends quelques exemples. Il y a une expérience qui s'est passée en Allemagne qui concerne un robot empathique. Alors, le mot empathique, bon, il faut le dire vite, hein, parce qu'un robot empathique, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais bon, un robot qui a, disons, une apparence empathique
Et on demande, donc l'expérience s'est faite avec 89 personnes et on leur demande de de se familiariser pendant une demi-heure avec le robot et de l'éteindre à la fin, surtout de l'éteindre. Eh bien, on se rend compte qu'au moment d'éteindre ce robot, les personnes qui ont joué l'expérience, ben, 13 sur 43 n'ont pas réussi à l'éteindre parce que le robot se mettait à crier au secours, ne m'éteignez pas, j'ai peur du noir, etc., etc. Donc, on a créé une sorte de dépendance, d'affect entre des humains et des robots qui, somme toute, c'est du métal animé, hein, qui incarne peut-être un visage, etc. Mais on a réussi à influencer le comportement qui devrait être un comportement à froid. On me demande d'éteindre un robot, j'éteins un robot. Si on vous dit d'éteindre un frigo, vous allez éteindre le frigo. Vous n'allez pas avoir d'état d'âme pour éteindre le frigo ou le lave-vaisselle. Donc, eh ben, le robot, le fait d'avoir un visage, le fait de parler, le fait d'avoir un sourire, etc., eh bien, il vous influence. Il influence les personnes qui sont autour. Et ça a été pas mal discuté sur les robots empathiques qui ressemblent aux enfants, qui sont complètement irrésistibles et qui créent même des dépendances assez hystériques dans certains milieux. Donc, ça a été utilisé par exemple, pour accompagner des personnes âgées ou à déficience cognitive, etc. Et on voit des expériences où ces robots créent une dépendance affective complètement démesurée avec ces personnes-là qui sont un peu vulnérables. Donc, les nudges, c'est très dangereux si c'est mal utilisé, si c'est utilisé pour influencer les comportements. Et on a vu aussi beaucoup de manipulations. Tout le monde a suivi avec horreur ce qui s'est passé dans l'histoire de Cambridge Analytica, hein, comment à partir de comptes Facebook on peut manipuler des gens. C'est quoi la moralité de l'histoire? C'est que plus les algorithmes ont des données, plus ils apprennent et mieux ils manipulent les utilisateurs. Aujourd'hui, la vie privée, la protection des données personnelles, c'est une vraie question, que ce soit en Chine, mais aussi ailleurs, sur des applications de type reconnaissance faciale, par exemple. Et si les gens qui réfléchissent, qui se posent ce genre de questions sont plutôt un petit peu mis à l'écart, il y a de plus en plus de big tech qui vont essayer de prendre de l'avance dans cet océan de données. Et la régulation, elle suit tant bien que mal, autant qu'elle peut, pour pouvoir apporter des solutions pour justement la protection des données à caractère personnel. Donc, la question de la vie privée et de la protection des données a été très prise au sérieux dès 1981 par le Conseil de l'Europe avec la Convention 108 qui était fondatrice de tout ce qui va se passer par la suite, notamment tout ce qui est RGPD. En 1995, le Parlement anglais a mis en place des directives pour protéger les données. Là, on parlait de papier, hein, de données papier, mais c'est des données personnelles, évidemment. En 98, l'Europe a essayé de protéger avec le Data Protection Act le traitement et la manipulation et le transfert des données. Nous avons tous vu arriver avec beaucoup de soulagement en 2018 le RGPD qui a régulé la collection, le traitement, le stockage de façon significative des données. Et de plus en plus de législation se met en place. Il y a un certain nombre de régulations et beaucoup d'organismes internationaux, mais aussi au niveau des États, ont commencé à réfléchir aux questions d'éthique et d'intelligence artificielle responsable. Donc, notamment en 2020, il y a eu cette fameuse conférence AI for Humanity à Paris qui a regroupé des décideurs et des penseurs du monde entier pour poser justement ce genre de questions et essayer d'apporter des réponses. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'écrits sur la protection des données. Et on peut vous transmettre des liens, mais il y a beaucoup de documents qui sont disponibles.
des régulations qui sont disponibles. Après, dans la pratique, c'est autre chose. Donc ici, on va parler de quelques pistes, comment l'intelligence artificielle peut aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, comme vous le savez, il y a 17 objectifs qui portent sur l'éducation, accès à l'éducation, sur la pauvreté, sur l'équilibre entre les hommes et les femmes, accès à la nourriture, accès aux soins, etc. L'intelligence artificielle, elle peut aider dans pas mal de cas à atteindre ces objectifs-là, à condition qu'on les prenne un peu, qu'on les regroupe et qu'on les traite, puisqu'ils ont un effet de propagation les uns entre les autres. Donc là, vous avez par exemple comment on peut améliorer et atteindre des objectifs au niveau éducation et gestion des talents. Ici, j'ai pris donc 4 objectifs. Réduire la pauvreté, proposer éducation de qualité, introduire égalité de sexe, et en 10e, c'est réduire les inégalités. Donc, ces 4 objectifs sont liés. Donc, d'un côté, pour que les gens soient moins pauvres, il faudra qu'ils aient des activités. Pour avoir des activités, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Donc, ils peuvent apprendre un métier et tout dépend de leur talent. Donc, aujourd'hui, à l'école, on dit aux enfants, il faut apprendre ça, ça, ça et ça, mais on ne cherche pas vraiment à trouver pourquoi ces enfants sont doués. Donc, il y a eu de ces fameux livres sur les arbres des connaissances, et à partir des idées exprimées dans ces livres, on a développé des outils. Donc, par exemple, cet arbre que vous avez là en bas du slide, ça permet de visualiser les bases de données sous forme de l'arbre. Et donc, les troncs ici, ça représente les connaissances en commun. Les branches représentent les spécialités. Et des feuilles représentent des compétences uniques qu'on peut prendre des décisions sur ces compétences. Par exemple, dans une organisation, si on n'a qu'une seule personne qui a telle capacité, est-ce qu'il faut doubler? Est-ce qu'il faut former quelqu'un d'autre ou pas? Donc, à partir de cette visualisation, les gens peuvent prendre des décisions sur comment orienter soit éducation, soit formation. Sauf qu'aujourd'hui, c'est implémenté dans un outil qui s'appelle Ligamen et c'est très peu utilisé. Et il y a très peu de gens dans le monde qui gèrent les compétences. Il y a énormément de bases de données qui ont été créées sur les capitales intellectuelles. Et là, vous avez un livre sur les capitales intellectuelles, un livre collaboratif dans lequel les spécialistes mondiaux ont participé. Moi, j'ai fait un chapitre sur le futur de capital intellectuel en disant que, dès le départ, il faut savoir gérer ses talents. Il faut les reconnaître et gérer ses talents. Et ça permet aux gens, après, accès au métier, et aussi bien aux filles qu'aux garçons. Parce qu'aujourd'hui, on dit aux filles, tu vas être top modèle, tu vas être chanteuse, tu vas t'habiller comme ça, et tu vas jouer avec la poupée Barbie. Et aux garçons, les garçons, ils jouent avec les voitures et ils jouent aux jeux électroniques. Mais cette situation, si on détecte les talents, donc on peut appeler ça, moi j'appelle ça détection précoce des talents à l'école. On peut orienter les enfants après dans le métier, y compris éducation en intelligence artificielle, parce que les enfants sont capables. Ça, on avait il y a longtemps un logiciel qui permettait aux enfants de programmer, faire de l'IA, faire la programmation récursive uniquement en utilisant la souris. Donc c'est possible, sauf qu'il faut faire un effort au niveau éducation
pour que le programme éducatif pour que les enfants puissent apprendre. Et donc aujourd'hui, on a plein d'applications sur Google, on a des restaurants, on a des coiffeurs, on a plein de trucs. Et quand vous ouvrez votre téléphone portable, il n'y a pas un seul pour trouver un emploi. Par exemple, on peut imaginer tel et tel emploi à côté de moi. Non, ça n'existe pas. Et deuxième point, c'est accès, intelligence artificielle peut aider en accès à la nourriture et aux soins. Donc, premièrement, donc aujourd'hui, on a plein d'applications en agriculture. Et même dans les pays où les gens ne sont pas vraiment scolarisés, on a fait des applications, par exemple en Inde, on a fait des applications sur les téléphones où les agriculteurs ont des pictogrammes sur lesquels ils cliquent pour savoir des choses. Donc, on peut avoir l'accès à la prévision météo, on peut avoir accès à l'analyse du sol, également aux connaissances, qu'est-ce qu'on peut planter à côté de quoi pour avoir les récoltes abondantes, quel engrais naturel on peut utiliser, etc. Et avoir la nourriture équilibrée également. Et là, c'est juste la photo là, et régime crétois, parce que c'est c'est célèbre pour être en bonne santé. Donc, également, on peut avoir des applications dans ma situation, quel type de nourriture je dois acheter, comment je peux combiner pour avoir la bonne nourriture, c'est-à-dire tous les ingrédients que mon organisme a besoin. À droite, bien entendu, c'est la médecine. Donc, en médecine, on a énormément d'applications aujourd'hui qui exploitent les données et qui connectent également les connaissances. Et ce qui manque, c'est la prévention. Amal a mentionné les cancers. Donc, aujourd'hui, on a énormément de cas de cancer et ces données sont pauvres en connaissances. Parce que, par exemple, on a de personnes qui sont dans les hôpitaux, qui en soignent avec la chimio, et on ne demande jamais à ces personnes pourquoi, dans quelles conditions ils vivaient, est-ce qu'ils prenaient tel médicament, est-ce qu'ils vivaient dans un endroit à côté de l'aéroport ou à côté d'usines chimiques, pour essayer de savoir pourquoi on a des maladies graves aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment l'avenir de l'application IA, essayer de trouver les causes des maladies graves et les prévenir. Et également le diagnostic. Donc, c'est bien connu qu'aujourd'hui, on peut faire le diagnostic à distance et pendant l'épidémie, ça a été fait. Mais il faut le faire un peu plus, hein, faire les diagnostics et qui utilisent non seulement les données, mais également les connaissances et notamment connaissances contextuelles. Et ça, c'est représenté sur ce dessin que j'appelle la 4e génération de l'IA, où on peut, bien sûr, on exploite les données multisources hétérogènes et pas structurées. On peut les exploiter avec les algorithmes de deep learning et dans lesquels on ajoute les modèles de connaissances et expertise humaine pour obtenir les systèmes d'aide à la décision capables d'expliquer à quelqu'un qui veut apprendre pourquoi cette décision a été prise. Et éventuellement, ça peut servir pour ouvrir un nouveau type de métier qui utilise les services basés sur les connaissances. Et là, c'est une autre suggestion, comment obtenir les données de bonne qualité, qu'à la place de collecter les données, tout et n'importe quoi, et puis on n'a pas de nettoyage de ces données, on peut faire la collection des données en utilisant les modèles de connaissances, c'est-à-dire, par exemple, la collection guidée par les ontologies ou d'autres modèles de connaissances pour obtenir les données pertinentes. Donc,
Une autre question qui se pose beaucoup lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, c'est la question des manipulations et de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits cognitifs. Et il y a l'exemple d'un certain nombre de pays, notamment peut-être le premier était le Chili, qui a introduit la notion de droit cognitif, cognitive rights, en octobre 2020. C'était le premier pays au monde à en parler en ces termes-là. Et donc, le Congrès chilien a présenté un amendement à la Constitution qui définit l'identité mentale comme un droit qui doit être protégé et non manipulé. Donc, tout ce qui est manipulation mentale, nudge, etc., doivent être prohibés par la loi pour préserver, pour ne pas manipuler et pour préserver l'identité mentale de tout un chacun. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres initiatives qui vont toutes dans le même sens. Je ne vais pas les énumérer toutes, mais il y a eu les initiatives de l'UNESCO qui a lancé la consultation mondiale sur le projet d'éthique et qui va avoir sa conférence générale au mois de novembre avec tous les États membres. L'OCDE qui a fait la même chose. Le Parlement européen qui a adopté 3 nouvelles résolutions en lien avec l'IA. Donc, le régime de la responsabilité de l'intelligence artificielle. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir des algorithmes qui sont nocifs ou qui sont nuisibles, eh bien, on est responsable. On a une responsabilité vis-à-vis de ces algorithmes en tant que développeur. L'IA et la propriété intellectuelle, comme quoi l'intelligence artificielle n'a pas de propriété intellectuelle. On ne peut pas déclarer une IA créatrice, une IA qui génère de la musique ou une IA qui génère de l'art. Et puis, l'encadrement éthique des développements de l'intelligence artificielle avec beaucoup de choses autour du droit d'accès à l'information. Enfin, je soulignerai qu'il y a de nombreux centres de recherche, notamment en Australie, mais aussi au Canada, à Montréal, etc., qui sont vraiment tournés focalisés sur les questions des droits cognitifs et de l'éthique de l'intelligence artificielle, qui sont 2 choses inséparables aujourd'hui. Et donc, on ne peut que saluer ces initiatives qui fleurissent un peu partout. Alors, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, en fait, le fait de protéger des manipulations avec l'IA relève de l'enjeu démocratique. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qu'il faut comprendre. C'est un nouveau monde qui se dessine. Et dans la gouvernance, va passer nécessairement par un meilleur développement humain. On a vu des films, on a vu des livres, on a vu un certain nombre de choses. Toutes les initiatives convergent vers le fait qu'aujourd'hui, il faut, ouvrir les boîtes noires, savoir comment fonctionnent les algorithmes. L'éthique, par exemple, les biais qu'on va retrouver dans les algorithmes ou dans les données ne sont possibles que si on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. Donc, les boîtes noires sont à proscrire et Dieu merci, il y a beaucoup de travaux de recherche qui travaillent aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle explicable, interprétable, etc. Beaucoup de collègues parlent de organiser l'audit. Alors, c'est très difficile d'organiser l'audit. Il faudra le faire, mais on ne sait pas encore comment le faire parce que auditer des algorithmes apprenants, des programmes qui s'auto-améliorent avec le temps, est-ce que ça veut dire que c'est un audit en boucle? Est-ce que c'est un audit régulier? Est-ce que c'est un audit récurrent? Etc. Légiférer sur les manipulations mentales, ça me paraît la chose la plus urgente à faire et la plus palpable. Si on veut protéger, nous avons des responsabilités envers les générations futures, envers nos enfants. Et si on veut les protéger, il faut absolument légiférer sur ces manipulations, réglementer les données, que ce soit la collecte, que ce soit la destruction, que ce soit l'utilisation, la vente des données. Vous savez, il y a des endroits où les gens vendent leurs données, par exemple, moyennant quelques euros, moyennant quelques dollars. Donc, réglementer l'utilisation des données et la collecte des données, assurer la transparence, rendre la confiance
et aussi prendre soin. Ne pas rester dans un dogme, dans un paradigme d'efficacité, mais aussi prendre en compte la nécessité de prendre soin, d'accompagner les gens dans l'acquisition de ces nouvelles technologies et dans son utilisation. Donc, pour reprendre un peu la discussion qu'on a avec Enika sur la 4e génération de l'IA, moi j'aime bien dire qu'on rajoute une boîte éthique qu'on vous demandera de nous aider à spécifier. Hein. Mais l'idée, c'est en fait, pour faire de l'IA responsable, l'idée d'avoir des modèles de connaissances est très intéressante et aussi de savoir injecter de l'éthique dans cet entonnoir pour avoir en sortie une intelligence artificielle responsable. Donc, pour conclure, je dirais que d'abord, il faut inventer et développer des algorithmes, des applications et des machines en ayant l'humain au centre. Tout cela doit être fait pour améliorer. Donc, vous êtes dans AI for Tomorrow, AI for Good. L'idée, c'est de mettre l'humain au centre de tous ces développements. Il faut peut-être parfois savoir brider les modèles, savoir brider les algorithmes, si on ne veut pas que les humains soient dépassés par ces algorithmes. Je prends toujours l'exemple de la voiture. Aujourd'hui, on peut faire des voitures qui roulent à 600 km/h. Ça ne poserait aucun problème technique. Mais on bride les moteurs des voitures parce que on ne veut pas que les gens aillent au-delà d'une certaine vitesse, parce que c'est dangereux pour leur santé, c'est dangereux pour beaucoup de choses. Et donc, brider, ça veut dire mettre des garde-fous, tracer des lignes rouges sur les développements et les inventions qu'on peut faire autour de l'intelligence artificielle. La société ne peut pas passer de tout à rien ou de rien à tout. Il faut faire une vraie conduite d'appropriation, d'acculturation, de changement avec l'injection de ces nouvelles techniques, de ces nouveaux algorithmes, de ces nouvelles applications. Je pense qu'il est très important. On a vu beaucoup d'initiatives gouvernementales, intergouvernementales, autour de l'intelligence artificielle. Parfois aussi par des entreprises, parfois aussi par différents types d'organismes. Mais on ne voit pas de choses, à part ce qui s'est passé au Chili ou dans des endroits un peu particuliers, on ne voit pas des initiatives bottom-up qui viennent du terrain. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui réfléchir à un moratoire qui vient des gens, des citoyens, des utilisateurs de l'intelligence artificielle pour définir ce que vous pensez être respectueux pour les droits de l'homme et pour sa dignité. Et je vais laisser Enika conclure. Tu passes les slides parce que tu es resté sur le 27. Non, je ne suis pas sur le 27. Voilà, donc... Moi, je suis sur le 29. Non, maintenant, c'est bon. Donc, c'est moi qui n'a pas eu... il y a quelque chose que j'appelle Global Greening and Wisening. Wisening, c'est un mot que j'ai inventé et mes collègues anglophones, ils ont accepté, ils utilisent. Greening, pourquoi? Parce que on part des données, donc collection des données, et on sait très bien qu'on a besoin de data centers, on a besoin de l'énergie. Donc, plus on a les modèles compacts, on aura moins besoin d'énergie, moins refroidir, utiliser de l'énergie pour refroidir les data centers, et même utiliser peut-être l'énergie circulaire, utiliser cette énergie de data center pour chauffer les maisons, les écoles, etc. Comme vous savez certainement, il y a chaque email envoyé, c'est 4 grammes de CO2 générés. Donc, il faut réfléchir aussi sur comment faire les systèmes vraiment économiques, point de vue utilisation d'énergie, et ça passe par les connaissances, ça passe par les modèles de connaissances. Et il faut qu'on devienne un peu plus sage qu'on était jusqu'à maintenant, et ça passe par le développement du cerveau, et non pas par la atrophie du cerveau induite par les applications qui pensent à notre place.
Donc, encore une fois, je répète ce qu'a dit Amal, on a besoin de mettre l'humain dans la boucle. Donc, on a des exemples dans l'industrie 4.0, on les fait, il y a Schneider qui les fait, il y a d'autres, Siemens qui les fait également. Il faut penser à ça, que l'IA, ce n'est pas quelque chose qu'on claque les doigts et on a des résultats, mais quelque chose où l'humain peut intervenir pour avoir de bons résultats et pour et créer une espèce de synergie. On prend les meilleures capacités humaines qu'on connecte avec les meilleures des capacités des ordinateurs dotés d'intelligence artificielle pour avoir quelque chose qui aide réellement les humains dans leur travail, dans leur vie, dans leurs activités. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, hein, après cette belle conclusion de Nika, je dirais qu'il est urgent de connecter les sciences humaines et sociales aux technologies émergentes et d'essayer un petit peu d'avoir des réflexions un peu philosophiques et pas que technologiques sur ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Moi, ça me paraît juste très important aujourd'hui de reconnecter les sciences et la philosophie, les sciences humaines et sociales pour avoir un regard un peu critique et pas technociste de ce qu'on fait avec ces algorithmes. Alors, pour terminer, je dirais qu'il est de notre devoir en tant que citoyen de définir notre charte d'IA. Il y a un micro là qui me dérange. Il y a un micro qui est allumé. Interfère. Et qu'il est aujourd'hui très important de réfléchir à quelle société on veut avoir, quel type d'application d'intelligence artificielle, et que ça devrait être quelque chose de bottom-up et pas que top-down. Et comme l'a dit Jean-Paul Sartre, chaque parole a une conséquence et chaque silence aussi, et qu'il est dans notre devoir de réfléchir, de penser, d'écrire et d'aller de l'avant pour une société respectueuse des droits de l'homme et de sa dignité. Je crois qu'on a fini, Pedro. Bien, votre présentation était vraiment passionnante. J'ai appris plein de choses. Je pense que les personnes qui ont suivi ce webinaire ont également appris plein de choses. Et il y a quelques questions également qui ont émergé pendant la présentation. Je peux présenter la première, donc Yann, qui demande une nomenclature de questionnement éthique dédiée à l'IA, ou est-ce une démarche empirique propre à chaque cas d'usage? C'est entre le spécifique et le général. Tu veux que je répète? Tu arrives à lire? C'est écrit, oui, c'est écrit petit. D'accord. Alors, si vous prenez le rapport de l'UNESCO qui est disponible en ligne, vous allez trouver un certain nombre je ne dirais pas c'est une nomenclature, mais disons il y a une spécification de toutes les questions éthiques qui peuvent être posées par rapport à l'algorithmique, par rapport au déploiement, par rapport à la donnée, etc. Donc, il y a déjà des choses qui sont faites, hein, on ne parle pas de rien, mais ce n'est pas universel. Et donc, il y a eu une tentative. Il y a un rapport qui est sorti qui essaie de fédérer un peu tous ces rapports-là, OCDE, UNESCO, Conseil de l'Europe, etc. Mais ça vient tout juste de sortir, donc il faut regarder s'il n'y a pas une uniformisation de tous ces concepts-là et de cette nomenclature. Et on peut y ajouter qu'également, il y a des principes européens qui sont également publiés, qu'on peut regarder et même envoyer nos avis dessus. Et 23 principes élaborés par Elon Musk et Stephen Hawking, qui sont divisés en 3 parties, qui sont également disponibles sur Internet et qu'on peut commenter, améliorer, introduire et appliquer.
Très bien, merci Nika et Amal. J'ai également une question concernant l'arbitrage à faire entre réglementation et laisser-faire, ou éventuellement trouver un intermédiaire entre deux. C'est que l'IA relève de l'innovation, c'est une nouvelle technologie. Donc, quand on développe, on est toujours dans un processus d'innovation. Or, l'innovation nécessite de sortir du cadre et de prendre certaines libertés pour pouvoir émerger. Comment est-ce qu'on peut trouver le meilleur arbitrage entre le laisser-faire qu'on a aujourd'hui et une réglementation plus forte, ou est-ce que vous voyez des mécanismes ou des organisations intermédiaires? Moi, je dirais que faire de l'innovation n'est pas un problème en soi, d'accord? Si on fait le parallèle, par exemple, aux manipulations sur le génome humain, d'accord? Il y a eu des travaux qui ont été faits par l'UNESCO, mais par d'autres organismes aussi, sur des régulations. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, etc. Je pense qu'il y a deux niveaux de régulation. Il y a le niveau recherche, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce que, par exemple, moi, je vous dirais, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Si je croise deux ADN, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Ça, c'est les premières questions qu'on peut se poser. Dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de commencer à faire? Ça, c'est au niveau recherche. Ensuite, il y a le déploiement. Le déploiement, c'est, d'accord, j'ai fabriqué un médicament qui fait pousser les oreilles. Est-ce que j'ai le droit de le déployer? Je sais qu'il existe, je sais le tester sur des rats, mais maintenant, est-ce que j'ai le droit de le commercialiser pour des humains? En disant, bah, finalement, les humains, ils sont assez grands, s'ils veulent avoir 4 oreilles au lieu de 2, pourquoi pas, etc. Donc, en fait, c'est ce type de questions. Moi, je pense que chaque étape, c'est pour ça qu'on parlait du cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle, chaque étape nécessite une réflexion sur ce qui est autorisé, ce qui doit être autorisé. S'il vous plaît, vous avez un micro qui est allumé quelque part. Et donc, chaque étape doit avoir ses guidelines, ses lignes rouges, etc. On ne peut pas avoir de réponse générale pour toutes les étapes. Par exemple, la collecte des données. Lorsque vous finissez avec des données de personnes malades, on fait quoi? Pourquoi on va les garder ad vitam aeternam? Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas disparaître? Ça devrait être plus éthique de se débarrasser à partir du moment où on a fait les généralisations, on a trouvé. Vous vous rappelez l'histoire du Covid? Ils sont remontés dans les données du mois de décembre pour trouver qu'il y avait des cas de Covid en France avant même la pandémie. D'accord? La première crise de Covid. Et donc, on a stocké des données, on ne sait pas pourquoi. Ça nous a permis de remonter à l'origine du virus, certes, mais pourquoi on va stocker 10 ans plus tôt? Pourquoi on va garder 20 ans après? C'est des questions qu'il faut. Et ce que je voudrais insister sur une chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui sont tranchées par des non-spécialistes. Lorsque les gens parlent de données, ils ne savent pas ce que c'est qu'une donnée. D'accord? Ils n'ont jamais touché une donnée du doigt. Beaucoup de gens parlent d'algorithmes, ils n'ont jamais écrit un algorithme de leur vie. Donc, il faut vraiment que ces législations, que ces réglementations se fassent en comité éclairé. C'est-à-dire que les gens qui parlent de choses soient vraiment au fait des limites, des possibilités et des menaces, et aussi des avancées que ça peut apporter. Donc, on a beaucoup à s'inspirer de tout ce qui a été fait en médecine, et tout ce qui est la bioéthique, etc., peut apporter beaucoup d'éclairage à tout ce qui se fait en intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ce sont des domaines qui commencent à vraiment se toucher de très près avec tout ce qui se fait en neurosciences, intelligence artificielle et neurosciences, intelligence artificielle et bioéthique et biologie, etc. On commence à être à l'intersection de ces deux domaines. Donc, on a beaucoup à apprendre de ça. Et on revient à cette fameuse marguerite de l'IA, dessinée dans les années 50, la création de l'IA, où il y avait toutes les sciences qui... l'IA était à l'intersection de toutes ces sciences.
Et comme Amal a dit, bottom-up, on a besoin aussi, premièrement, avoir des avis de ce qui se passe sur le terrain pour essayer de comprendre, essayer d'avancer et utiliser également les retours d'expérience parce que dans les cycles, c'est pas complètement linéaire. On fait des boucles avec les retours d'expérience. Et ces retours d'expérience, si on les exploite, on peut avancer aussi bien dans la loi éthique que dans l'application elle-même parce qu'on peut améliorer les choses. Et question, est-ce qu'on a besoin de construire aujourd'hui un super robot humanoïde super intelligent ou aider les humains? C'est une très bonne question. Et pour finir, je vais rebondir dessus. Et comment on concilie l'éthique et le business quand on a une entreprise ou un groupe de jeunes qui a envie de lancer une entreprise? Qu'est-ce qui les motiverait d'un point de vue, si on reste seulement sur le point de vue rationnel, sans aller sur l'engagement? Oui, Alors, Amal. on a envie de dire que l'éthique, c'est un peu des gens, voilà, un peu, voilà, qui se posent des questions humanistes. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Je vais vous donner l'exemple du RGPD. Quand le RGPD est arrivé, beaucoup d'entreprises ont dit c'est très contraignant, on ne va pas pouvoir, etc., etc. Il y a eu vraiment beaucoup de levées de boucliers sur le RGPD. Ensuite, la loi est passée et il fallait quand même devenir compliant ou se conformer au RGPD, sinon on ne pouvait pas faire de business. Donc déjà, ça c'est une rationalité très forte. Hein. Si on ne peut pas faire de business, on se ravise assez rapidement. Et puis, au niveau des autres pays qui ne sont pas européens, pour commercer ou pour faire des call centers, par exemple, dans d'autres pays en dehors de l'Europe, vous manipulez des données des gens. Vous manipulez des informations. Vous manipulez des data centers. Vous accédez à des données en Europe, etc. Vous savez, la mondialisation a du bon et du mauvais. En ce sens, c'est très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette réglementation, elle va se propager parce que vous ne pouvez plus avoir un data center si vous n'êtes pas capable de protéger les données des pays qui passent par vous parce que c'est réglementaire. Et donc, faire de l'IA éthique et de l'IA responsable, quand la loi passe, tout le monde a intérêt à ce que l'IA qu'il développe respecte la loi. Sinon, il est tout simplement marginalisé du business. Et donc, ce n'est pas juste de l'altruisme ou d'humanisme ou autre, c'est vraiment drivé aussi par le business. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va faire confiance dans une entreprise, que ce soit une autre entreprise ou même un citoyen lambda? Si moi, je sais qu'en passant par une banque qui ne va pas protéger mon compte, est-ce que j'ai envie de mettre mon argent dans cette banque? Eh bien non, je ne vais pas le faire. Donc, il y a des raisons très concrètes et très business qui font que quand les lois passent, eh bien, tout le monde se conforme. Et puis, il y a un besoin vraiment pour les applications utiles, hein, parce qu'il y a plein d'applications qui sont inutiles, qui vous disent, vous avez du jambon dans les frigos et trucs, donc vous pouvez faire la quiche Lorraine. Mais je sais le faire. Donc, et puis, je me pensais, et il y a des applications, comme par exemple, je mentionnais, gestion des talents, ça n'existait pas. Pourquoi on ne fait pas ça? Et on peut faire le business avec ça, puisque ça aide aussi bien les organisations que les entreprises pour trouver des talents. Super, merci beaucoup Nika et Amal. J'espère que les participants ou les futurs participants intégreront toutes ces recommandations et ces idées utiles et souvent nouvelles dans leur dynamique et leur processus de conception, de façon à qu'on arrive vraiment au développement d'IA qui rentre dans le cadre, dans l'esprit, dans la philosophie de ce qu'est AI for Tomorrow, donc des IA qui créent un impact positif pour le monde. Donc super, merci beaucoup encore une fois Amal et Enika, ça a été un plaisir de vous recevoir et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets
en IA, en éthique et dans tous les autres projets que vous pourrez entreprendre. Merci beaucoup et à très bientôt. Pedro. Merci Eunika, merci à tous à les vous. participants fantômes qu'on ne voit pas. C'est vrai, on n'a pas une salle de conférence en face de nous, c'est dommage, ou un amphi, peut-être pour une prochaine fois. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais ça nous a permis d'être ensemble ce soir. On est sur 2 continents différents. C'est vrai, ça c'est pas mal. La technologie a beaucoup de bons. Et c'est ce qu'on essaie d'en retirer de notre côté aussi. Très bien. C'est pour ça Nokia a inventé un très bel slogan. Ils ont pas, ça, business n'a pas suivi. Connecting people. Ah oui, complètement. Ben, on a réussi à se connecter, oui, grâce à Internet. Sinon, avec le Covid, ça aurait été compliqué. Bon, très bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci encore d'être venu. Et merci pour tout ce que vous avez proposé. Au revoir. Au revoir.